Merci à tous d'être là pour cette deuxième table ronde. Alors, Benjamin Cohen, vous êtes le fondateur de Sabeco. C'est une entreprise lyonnaise qui est spécialisée dans les métiers de la plomberie. Elle a été créée il y a 9 ans, mais votre société, elle compte déjà 150 salariés sur 3 sites, Lyon, Chambéry, Annecy. Et vous êtes donc sans cesse en train de recruter. C'est parfois même difficile de trouver de nouvelles recrues. Et donc, vous avez reçu 2 coups de pouce dans le cadre de 2 démarches de revitalisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux épisodes où vous avez reçu des aides? Bien sûr. Du coup, on a reçu un premier épisode de Merck à hauteur de 30 000 euros qui nous a permis... Le groupe pharmaceutique Merck. Oui, tout à fait. Nous, initialement, on est une société de plomberie chauffage et on a une grosse valeur sur la formation. Donc, on a 40 apprentis dans notre société. Donc, sur les 150, on a quand même 40 jeunes et moins jeunes qui apprennent et qui se reconvertissent sur le métier de la plomberie et du chauffage. Et ces premiers 30 000 euros nous ont permis de créer une pièce de théâtre. L'idée, c'était que les apprentis dans le bâtiment, savoir poser des installations techniques, c'est une chose, mais ça demande aussi un savoir-être important. Parce qu'ils sont en contact du client au quotidien. Quand on arrive chez le client, on doit savoir se tenir, savoir s'exprimer, savoir demander quelque chose, savoir se présenter. Et on s'est dit que ça devait passer par le théâtre. Donc, on leur donne des cours de théâtre toutes les semaines, obligatoires, pour tous nos apprentis. Et du coup, ça leur permet à eux de rentrer dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est le public, c'est quand même des MNA, des QPV. On est dans le bâtiment. QPV, donc quartier prioritaire de la ville. Oui, tout à fait. Et du coup, les premiers 30 000 euros nous ont permis de monter une pièce de théâtre où ces apprentis ont raconté leur histoire. Donc, ils l'ont coécrit avec une troupe. Et on a monté ça sur un théâtre de Dessine, donc on est de Dessine aussi, devant 400 personnes, et ils ont joué leur pièce, leur histoire en l'occurrence. Donc ils ne sont pas allés chercher bien loin, ils ont raconté leur histoire, mais leur histoire elle est extrêmement poignante, et c'est vrai que c'était le premier épisode en l'occurrence. Et donc ça, alors les 30 000 euros, c'était un budget qui vous a permis quoi, de dégager du temps pour ces apprentis sur leur temps de travail, de louer les salles, de faire appel à des intervenants? C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les apprentis, initialement, dans les sociétés du bâtiment, ils sont aides, et donc ils aident les techniciens à travailler. Leur faire du théâtre, on ne peut pas leur faire du théâtre en dehors des heures de travail. Donc c'est pendant les heures de travail, c'est du temps alloué, où on les enlève de la productivité. Donc forcément, ça ramène moins. Ça a un coût pour l'entreprise. Tout à fait. Mais derrière, on croit dans ce qui va en ressortir. C'est un investissement, donc à un moment donné, il faut y aller. Donc effectivement, ça nous a permis de monter le projet, payer, investir et communiquer sur tout ça. Et c'est quelque chose qui a très très bien marché et qu'on renouvelle du coup depuis tous les ans. D'accord, donc ça fait 3 ans maintenant que vous menez ces ateliers théâtre pour tous les apprentis qui passent chez Sabeco. Le deuxième épisode de revitalisation que vous avez reçu, c'est 65 000 euros, c'est ça? Tout à fait. Pour la création là, de 11 emplois. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur le premier épisode, ça a quand même aussi permis la création de 7 emplois. Oui, exactement. Accessoirement, il y a quand même eu ça. Exactement. 7 emplois donc de plombiers chauffagistes. C'est ça. Ok. Deuxième épisode, cette fois, c'est 11 emplois et c'est 65 000 euros l'enveloppe. Hein. Alors, 11 emplois, on verra à la fin. C'est-à-dire que pour l'instant, ces 65 000 euros, alors après avoir investi dans le théâtre et dans ce système-là, on s'est dit, on va aller encore plus loin, on va monter une série télé. Donc on est en train de monter une série télé sur les métiers de l'apprentissage. Et l'idée, c'est que il faut faire changer les mentalités dans le bâtiment. L'apprentissage et la reconversion, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tous les patrons de la filière. Et du coup, on a monté une série télévisée. On est en train de monter une série télévisée. L'idée, c'est qu'il y ait 7 épisodes de 26 minutes qui sortiront sur 2024. La thématique, c'est quoi? Alors, ça parlera de quoi? On suit une personne qui se reconvertit dans les métiers de la plomberie, du chauffage.
Et on pourra la voir où? À la télé, on est en train de discuter avec quelle chaîne la diffusera. D'accord. Ce sera probablement une chaîne de la TNT, mais à voir. On est Ok. on est en train de discuter, mais voilà, l'idée c'est de faire quelque chose de national. Donc effectivement, c'est un budget assez important. Donc les 65 000 euros nous ont permis de commencer ça. Mais bon, c'est clairement insuffisant et on cherche toujours forcément des partenaires. Mais voilà, on continue. On a déjà commencé les premières séances de tournage. D'accord. Donc, Donc vous avez fait appel à quoi, une société de production? Ouais, on est une société de Ok. production avec nous qui nous accompagne sur le sujet parce que on est les frères Cohen, mais en fin de compte, on est que La plombiers. tuyauterie, ça vous C'est parle, ça. mais ouais. Et du coup, bah voilà. Mais les séries, c'est Netflix, quoi, pour vous. Exactement. Ok. Enfin, en tout cas, ça va pas plus loin. Donc, on est associé avec une société spécialisée là-dedans. Et on rentre dans un autre domaine, toujours sur le thème de l'apprentissage et de la reconversion, parce que les deux sont quand même liés. C'est juste une question d'âge, en règle générale, et de parcours. Mais voilà à quoi a servi les 65 000 euros de Carrefour, en l'occurrence. Et l'objectif pour vous, via cette série, finalement, ça serait, quand vous menez ce projet, l'idée, c'est quoi l'objectif pour vous? Alors l'objectif, c'est faire changer, entre autres, faire changer les mentalités des gérants dans la filière bâtiment. Initialement, c'est ça. Moi, je suis issu de l'apprentissage. Et quand on était apprenti, il y a 10, 15, 20 ans, c'était assez rude et il fallait tenir bon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui savent de quoi je parle. Et en l'occurrence, maintenant, les choses ont changé. Donc, il faut changer les mentalités avec. Et on ne change pas les mentalités en disant si ça fonctionne, il faut prouver que ça fonctionne. Et chez Sabeco, on essaie de montrer au quotidien que la formation, l'accompagnement, ça marche, on recrute, on garde en interne, des fois on se sépare, ça arrive, mais dans l'absolu, le fond est là et la méthode, elle fonctionne. Donc finalement, les fonds de revitalisation vous permettent de financer d'autres actions un petit peu plus indirectes que la création d'emplois purs, mais la finalité, c'est quand même qu'il y a une forme de fidélisation de vos salariés et d'attractivité de votre entreprise pour recruter également. Complètement. En fait, l'idée, c'est de toujours garder une grande rigueur sur la société et le fonctionnement. Et en règle générale, les apprentis ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils sont bien, ou alors vraiment quand ça colle pas, ça peut arriver. Mais dans l'absolu, ils ne veulent pas partir parce que chez Sabeco, on fait des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Moi, ce que j'explique souvent, c'est que... C'est sûr que le théâtre dans le bâtiment, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais. Et puis surtout, la plupart de nos jeunes ne sont jamais allés au théâtre de leur vie. Donc en faire, Et ça leur plaît? Je veux dire, ils ne sont pas surpris. Comment c'est accueilli quand vous les recrutez et que vous leur dites tu vas faire du théâtre une fois par semaine? Alors au début, ils ont peur. Au début, ça fait très peur. Au début, ils ne savent pas trop, ils n'osent pas trop, ils sont dans le coin, etc. Mais on travaille avec une troupe qui est assez bienveillante et inclusive, et ils voient leurs camarades le faire. Maintenant, on a fait plusieurs pièces de théâtre, donc ils voient que c'est possible. Mais effectivement, au début, c'est un petit peu compliqué. Et au fur et à mesure, ils racontent aussi leur histoire. Donc c'est quelque chose qui leur parle, ils l'ont vécu. Ils ne jouent pas une scène qu'ils auraient lue ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu plus facile. Et au bout d'un moment, ça fonctionne. Et nous, on le voit chez les clients, on le voit au quotidien, dans leur présentation, leur tenue. Et ça, c'est merveilleux, ça. Et alors, est-ce que vous avez d'autres projets, notamment de recrutement, dans les semaines, les mois qui viennent? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le bâtiment, on cherche tout le temps. Donc, si on a du monde qui se présente, on embauche. Par contre, effectivement, c'est là que c'est difficile de donner un chiffre bien précis et qu'il y a une étude d'impact qui sera faite sur 2024 sur les retombées de la série. C'est-à-dire qu'on monte cette série, évidemment, pour des questions pour faire changer de mentalité, etc. Mais l'idée, c'est quand même que ça plaise aussi. Je prends un exemple. Personne ne voulait faire cuisinier il y a un certain temps. Ils ont sorti Top Chef. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire cuisinier. Alors que cuisinier, c'est un métier très difficile aussi. Donc vous allez créer Top Plomberie, ce sera le titre de la série, c'est ça? Je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, si on peut mettre autant d'effervescence, ouais, ça serait pas mal. Ok. Esteban Villalon, alors vous aussi, vous avez reçu des aides par 2 fois. Donc vous êtes le dirigeant de Lavoisier Composite. C'est une entreprise qui est très pointue puisqu'elle fabrique des matériaux innovants à faible impact environnemental. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner pour qu'on comprenne bien ce que vous faites? Alors, j'en ai plein.
Alors, merci pour l'invitation à cet événement, on est très honorés. Qu'est-ce que l'on fait? On fait du réemploi, c'est assez singulier par rapport à l'événement. On réemploie des matériaux et on crée de l'emploi. Donc ça, c'est assez important. Et un exemple que je peux citer, même si je ne peux pas citer le client pour lequel on travaille, c'est un sujet du moment avec un fabricant de bagages de luxe qui a délocalisé un certain nombre ou sous-traité un certain nombre d'activités dans le monde entier, y compris en Asie. Et nous, notre métier, c'est de réinventer le cycle de la matière. Donc on a pu démontrer étape par étape, avec beaucoup de R&D, que certaines des chutes, des résidus de production qui sont générés, notamment sur la fabrication de coques de bagages, ont été en capacité de les transformer, de les renforcer et de remplacer des matières vierges qui sont injectées à l'autre bout du monde aujourd'hui. Techniquement, ça marche. Économiquement. Donc ça veut dire quoi? C'est des chutes, par exemple, de coques de valises? Des chutes de production de coques de valises qui, jusqu'à présent... Et vous en faites quoi, alors? Nous, on en fait, pour ce sujet-là, on en fait un matériau composite, ce qu'on appelle un compound, injectable, qui va substituer des matières vierges pétrosourcées. D'accord. Donc ça permet d'avoir un bilan carbone absolument, meilleur. Et créer de l'emploi en France plutôt que d'aller sous-traiter. Absolument. Voilà. D'accord. Donc vous ne pouvez pas forcément citer vos clients, mais ils sont dans quel domaine? Vous nous avez dit là dans la maroquinerie, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines d'application? Alors, moi je viens de l'aéronautique, j'ai travaillé pendant 20 ans, et c'est vrai que naturellement j'étais familiarisé avec des matériaux composites qu'on connaît tous, les avions de dernière génération dans lesquels on monte habituellement, que ce soit dans un Boeing ou dans un Airbus, c'est plus de la moitié de la structure des avions aujourd'hui, la fibre de carbone. Donc mécaniquement, c'est autant de résidus qui sont générés pendant les phases de production. Donc aujourd'hui, on a commencé avec cette typologie de résidus-là qui sont générés en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un certain nombre de sociétés qui les génèrent. Et nous, notre positionnement, c'est justement de faire de la prévention de déchets. C'est-à-dire que ces résidus, plutôt qu'ils rentrent dans la case déchets, on peut réellement les considérer comme des sous-produits pour les réemployer pour le même usage, mais des applications différentes, pas pour faire des pièces vitales d'avion, parce que bien évidemment, s'ils sont plus utilisés pour faire ces pièces-là, c'est qu'il y a eu un problème de qualité. Serait inquiétant. Exactement. Vous pouvez être rassuré quand vous montez à bord de l'avion. Mais nous, par exemple, on travaille beaucoup dans le domaine du luxe, pour faire des pièces d'horlogerie, notamment avec des horlogers suisses. On travaille dans les arts de la table, la bagagerie, je l'ai indiqué, et également dans les secteurs haut de gamme tels que l'aéronautique, la mobilité au sens large ou l'électronique. Et donc votre société, elle a séduit notamment l'entreprise Renault Trucks, donc qui est un employeur célèbre dans notre territoire, parce qu'il est implanté sur Saint-Priest-et-Vénissieux depuis près de 100 ans. Et donc c'était en 2021, vous avez perçu au total une enveloppe de 24 000 € pour la création de 6 emplois. C'était quel type d'emploi et sur quel niveau de qualification? Alors, on a des opérateurs, parce que petit à petit, d'une entreprise qui a démarré avec deux fondateurs dont je fais partie, avec le développement de notre activité, il a fallu qu'on investisse dans des postes de recherche et développement, donc des ingénieurs, des docteurs, mais assez rapidement passer en production et monter en capacité de production avec des opérateurs, effectivement. Donc c'était à la fois des emplois pour le coup très qualifiés, docteurs, ingénieurs, oui, et opérateurs. Et opérateurs, ok. Vous avez aussi bénéficié d'aides pour le coup qui proviennent du fonds départemental du Rhône. Donc on en a parlé tout à l'heure lors de la première table ronde. Au total 30 000 € de prêts d'honneur pour soutenir là cette fois-ci la création de 4 emplois. En quoi ce prêt ça a été un bon coup de pouce pour vous? Alors très clair. J'ai envie de dire 30 000 €. Comme Fanny Deléage le disait tout à l'heure, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas toujours une somme suffisamment conséquente pour soutenir un salaire sur une année. Tout est bon à prendre. Oui. Tout est bon à prendre. Très clairement, ça a renforcé notre capacité à gérer au niveau de la trésorerie, pour pouvoir faire face à des coups durs. On investit beaucoup dans la R&D, comme je l'ai indiqué.
en fonds propres. Donc on veut garder cette longueur d'avance pour accompagner nos clients dans des innovations. Dans le secteur du luxe, il faut toujours avoir une longueur d'avance avec des matériaux différenciants. Et c'est aussi l'objet de cette manne qui nous permet de continuer à travailler pour gagner en avance sur la concurrence. Donc ce prêt-là, vous êtes encore en train de le rembourser Là, en l'occurrence, c'est un prêt d'honneur, effectivement, qui a commencé au niveau des remboursements. Ça vient de démarrer. Ah, ça vient de démarrer. Ouais. Ok. Alors, en 2022, vous avez aussi franchi un cap important puisque vous vous êtes installé dans des nouveaux locaux à la Mulatière et ça a nécessité de gros investissements, notamment dans des équipements industriels importants. Et la prochaine étape pour vous, c'est la construction d'un bâtiment à Brinda pour passer à l'échelle industrielle. Donc encore un nouveau cap. Vous pensez que ça va générer combien d'emplois à terme? C'est quoi vos objectifs? Alors, on voit plein de choses quand on monte son entreprise. D'abord, on commence à rêver, et puis on essaye de vendre ses idées à des clients qui sont là pour essayer de nous accompagner à rêver ensemble. Donc, on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, l'histoire a bien pris. L'année dernière, on a fait plus 40% de chiffre d'affaires. Cette année, on est à minima sur cette même pente. Donc on a des belles perspectives avec des cycles qui sont longs. Comme je l'ai dit, la R&D, ça prend énormément de temps parce qu'il faut démontrer les choses, prouver. Mais dès que ça marche, le client est conquis et ensuite on achète de la récurrence. On a de la récurrence et donc du chiffre d'affaires sur le long terme. Aujourd'hui, pour vous expliquer, ce qui constitue une des majeures parts de notre chiffre d'affaires, c'est le premier client historique dans l'horlogerie de luxe qu'on a acquis en 2018 lorsqu'on a créé la société, et on continue à en acquérir régulièrement d'autres. Donc on est sur une dynamique de développement de l'activité pour lequel effectivement il faudra qu'on augmente la capacité de transformer, parce que c'est vraiment l'objectif. On ne fait pas de la R&D pour vendre des études, pour vendre des analyses, de l'accompagnement, de l'ingénierie. Nous, on veut être des makers. On veut vraiment créer de l'emploi et de l'activité à partir de ces matériaux-là qui sont aujourd'hui souvent partant de déchets à l'élimination. Il y a une vraie valeur ajoutée que l'on veut transformer en réemployant ces matières. Aujourd'hui, vous avez combien de salariés? On est une douzaine aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'ici 2-3 ans, au moins de doubler les effectifs par rapport à la croissance à laquelle on fait face. Eh bien, on vous le souhaite. On a avec nous aussi deux personnes qui se connaissent bien. Alors, Jean-Baptiste Louis et Hugues Deloche. Vous vous connaissez bien puisque Jean-Baptiste, en tant que directeur de projet chez LHH, votre mission, c'est justement d'accompagner les grands groupes et de dénicher des entreprises en croissance. Et donc, vous avez trouvé l'entreprise Besacier, c'est ça ? Oui, absolument. Bonjour à tous. Donc merci de nous associer à cet événement. Merci au service de la dette. Je suis très heureux d'être avec 3 entreprises que j'ai côtoyées de près ou de loin, puisqu'on a pu aussi intervenir aux côtés de Sabeco, et puis dans le cadre du fonds départemental de siéger autour de la table qui permet à Lavoisier Composite d'être aidé. Donc vous connaissez déjà tout le monde en fait. On connaît déjà tout le monde. J'étais resté que on est sur implanté Hugues localement. Deloche. Je voudrais juste faire une petite parenthèse en amont, non pas pour revenir sur la précédente table ronde, mais juste pour parler de l'accompagnement des entreprises. On a beaucoup parlé de cette notion d'obligation qui s'impose et que finalement l'entreprise n'a pas le choix. À une petite nuance près, c'est que l'entreprise a la possibilité de faire ce fameux chèque dont vous parliez, Madame Nicoli, très en amont. C'est quelque chose qui arrive très peu, qui serait désastreux puisqu'il n'y a pas de retombée pour le territoire, parce que l'argent part, l'argent n'est pas réutilisé localement. Et je pense que les cabinets spécialistes comme le nôtre sur ces sujets de revitalisation, ils ont comme première vocation très en amont de pouvoir essayer de se prémunir de ce risque. Voilà. D'aller porter la bonne parole de la revitalisation, justement de l'intérêt de la revitalisation, puisque nos cabinets couvrent tout le spectre de la restructuration. On est souvent en amont, on est souvent bien avant que le PSE soit annoncé, la RCC ou le PDV, dans les discussions. Les ruptures conventionnelles collectives ou les plans de départ volontaires qui sont assujettis à cette obligation. Donc on essaye vraiment d'apporter modestement, mais voilà, d'être à notre place et d'apporter ces explications, ces arguments, et notamment auprès de certaines sociétés étrangères qui parfois sont un peu réticentes. Deuxième point rapide, toujours sur l'amont, au niveau des plans d'action. Je pense que notre valeur ajoutée, en tout cas ce qu'on essaye de proposer et qu'on fait avec les services de l'État, mettre plutôt en dessous,
C'est bon, il fonctionne. Ça va être vraiment de travailler sur des plans d'action qui soient adaptés au territoire. Je vais y revenir en laissant la parole à Hugues Deloche dans un instant, dans le cadre de la convention Nexens, où on était dans la métallurgie, on a voulu aider des emplois dans la métallurgie. Et c'était d'ailleurs un prérequis des organisations représentatives du personnel qui étaient consultées dans les phases amont, de pouvoir essayer d'aider de l'emploi ouvrier, alors que c'était de l'emploi ouvrier qui avait été impacté. Au niveau des plans d'action, ce que je voulais dire, c'est qu'on a aussi beaucoup parlé d'entreprises en croissance. C'est très important, c'est les entreprises en croissance qui portent l'emploi, mais la revitalisation, elle nous donne la possibilité d'aller au-delà. Je crois que M. Bruno Lucas a parlé tout à l'heure des actions structurantes, de toutes ces actions qui permettent de viser de l'emploi peut-être à plus long terme. Et sur un territoire comme le Rhône, aujourd'hui, ce qu'on voit, je vais prendre 2 exemples. On a l'exemple des difficultés de recrutement que vous avez évoquées, qui sont la principale préoccupation d'entreprises qui ont des projets de croissance mais qui n'arrivent pas à recruter. Je pense qu'il est l'heure pour la revitalisation de venir sur des dispositifs qui permettent de répondre à ce besoin en compétences, au travers notamment du financement de la formation, qui est très aidé déjà par ailleurs, mais qui peut l'être aussi. J'étais la semaine dernière dans une école de production à Vaux-en-Velin, et c'est un formidable outil qui peut être aidé par la revitalisation pour développer l'emploi industriel. Il y a juste, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que parmi vous, les aides de la revitalisation vous permettent de proposer aussi des salaires plus attractifs pour pallier la pénurie parfois de recrutement? Je vous laisse répondre, Hugues Deloche, peut-être. Je ne pense pas, parce que l'aide est ponctuelle, elle est temporaire, donc elle ne permet pas Ça vous permet pas de proposer un salaire, de compenser un poste de coût qui, lui, va être récurrent. D'accord, c'est plus financer d'autres actions, comme pouvait le démontrer Benjamin Cohen. Jean-Baptiste, lui, on reviendra vers vous dans un instant. On va donner la parole à Hugues Deloche. Alors, vous, chez Besacier, expliquez-nous rapidement ce que vous faites. Alors, quand on est dans l'industrie, c'est toujours, à moins de s'appeler BIC ou Opinel, c'est toujours un peu dur de c'est un peu définir son compliqué. métier. On maîtrise un procédé de transformation de métaux avec lequel on fabrique des centaines de millions de composants métalliques, dont la précision est celle du diamètre d'un cheveu. D'accord. Et donc, pour vous faire une image, faire de la précision, c'est l'équivalent d'une piste rouge. Faire de la précision en série, c'est-à-dire répétable, toujours le même produit avec la même qualité, c'est une piste noire. Et faire de la précision en série, en étant rentable, là, c'est un mur de glace. D'accord. Donc, gros défi. Et puis, c'était d'autant plus un défi que c'est une entreprise que vous n'avez pas fondée, mais que vous avez reprise et redressée. Oui, c'est une vieille dame, puisque la société date de 1941, et qui a connu un nouvel élan dans les années 2010, et une accélération très récente qui est tombée, qui a bien coïncidé avec la convention Nexens. Vous l'avez reprise quand, la société ? Moi, en 2016. 2016. Puisque donc, vous êtes le fondateur du groupe HD Industrie, donc, qui est l'entité mère finalement aujourd'hui de Besacier, donc spécialisée dans la mécanique de précision. Et donc vous fournissez les secteurs de l'automobile, l'électronique, le bâtiment, le ferroviaire, vous êtes un petit peu partout dans l'industrie. Donc vous avez été approché par Jean-Baptiste Louis, le cabinet Lachache. Comment ça s'est passé concrètement ? Il est arrivé, il a tapé à votre porte un jour et puis il vous a dit on peut vous aider pour développer votre entreprise. Ouais, il a fait un travail de prospection sur les PMI locales liées à la métallurgie, puisque Nexens, historiquement, est un acteur qui appartient au secteur de la métallurgie. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça tombait à un moment qui coïncidait avec un projet qui était un peu fou, qu'on m'a proposé donc juste après la reprise de l'entreprise. J'ai 2 clients qui m'ont demandé de relocaliser des productions. Des 2 productions, l'une qui était située en Pologne, qui avait des problèmes de qualité, et quand les problèmes de qualité sont apparus, ils se sont rendus compte que la barrière de la langue était un poids supplémentaire pour résoudre ces problèmes-là. Et un autre client qui, lui, cette fois, est japonais et qui souhaitait avoir une source d'approvisionnement en Europe, au cas où des problèmes logistiques surviennent. Et visiblement, ils ont très bien anticipé la question. D'accord. C'était avant 2019 ? C'était en 2017. D'accord. Et donc, ces 2 projets-là étaient vraiment majeurs, étaient vraiment structurants pour l'entreprise, puisque ça conduisait à de faire doubler à peu près le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui, donc, à l'époque, faisait 6 millions de chiffre d'affaires avec 40 salariés.
Sauf que moi, je venais de racheter. Donc je me suis dit, est-ce que... Donc, encore un mur de glace. Est-ce que je laisse passer le train et je m'occuperai d'un autre projet plus tard. Et puis j'ai arrêté de réfléchir et je me suis lancé dans l'histoire. Et pour ça, les enjeux, c'était plusieurs millions d'euros d'investissement, donc ce qui par rapport à la taille du chiffre d'affaires de l'entreprise était déjà une équation qui était un peu difficile. Et c'était une vingtaine d'embauches. D'accord. Et une à vingtaine mener en combien de temps? De 12-18 mois. D'accord. Une vingtaine d'embauches dans les métiers qualifiés de l'industrie, de la métallurgie, c'est absolument mission impossible. Ça veut dire chasseur de tête, ça veut dire processus de recrutement. Chaque recrutement est douloureux pour nous. Et vous n'avez pas le droit de vous tromper en plus. Et en plus, on fait plusieurs paris. On fait un pari conjoncturel, que ça va bien se passer. On fait un pari de savoir-être sur la personne. Le savoir-faire, soit on l'a, et à ce moment-là, on est content, soit on le crée. Et ça a été l'occasion on pourra en parler de la convention Nexens. Mais on fait une multiplicité de paris. Normalement, donc, ça conduit. Un gros défi à ce moment-là. Et Jean-Baptiste Louis vient vous voir dans ce contexte-là, c'est ça? Oui. Et il vous dit, on peut bénéficier, enfin vous pouvez bénéficier d'aides qui viennent de la revitalisation. Oui. Finalement, vous obtenez quoi? On obtient une aide au recrutement et à la formation de 9 salariés. 9 salariés, ok. Oui. Sur des postes donc très qualifiés, comme vous disiez. Sur des postes de niveau de qualification variable, mais tous qualifiés. Mais donc, en tout cas, quasiment la moitié des recrutements oui. qu'il fallait mener. Oui, oui. Ça a fait une enveloppe à peu près de 40 000 euros, c'est ça? Oui. D'aide. Concrètement, cette aide, comment vous l'avez utilisée pour, On l'a mobilisée dans le cadre d'un budget formation. On a sollicité la métallurgie du Rhône, enfin l'Institut de formation de la métallurgie du Rhône, pour qu'il nous crée un parcours diplômant, qualifiant, c'est un CQPM, certificat diplômant de la métallurgie, dédié à notre métier, donc vraiment sur mesure. Et on l'a fait in situ. Et donc finalement, au bout de 18 mois, les 20 recrutements, vous avez atteint l'objectif des 20 recrutements? Oui, on est un peu plus au-dessus. Aujourd'hui, vous en êtes où? Combien de salariés? Alors, l'entreprise Besacier, sur le site, emploie 65 personnes. Et après, moi, j'ai fait quelques rapprochements avec des compétences que je recherchais et des confrères. Et aujourd'hui, on est de 240. D'accord. Ah oui, donc ça a multiplié quasiment par 4 en très peu de temps. Là, vous êtes encore en phase de recrutement. Il y a de gros projets qui arrivent? Oui, slash conjoncture. Oui, d'accord. Donc il y a des choses entre parenthèses. Moi, quand j'ai repris l'entreprise en 2016, mon business plan, c'était la conjoncture va être au beau fixe pendant 5 ans. Ok. Et bon, il s'est passé quelques petits événements. Oui, quelques petits événements, des événements plus liés au métier et d'autres que tout le monde a connus. Et donc tout ça, c'est surajouté. Donc nous, en tout cas, l'emploi est la demande, enfin l'offre de travail est tellement rare qu'on ne se pose pas la question sur certaines typologies de métiers, qu'on fasse une bonne ou une mauvaise année, quand il y a un profil qui passe, on le prend. D'accord. Donc là, vous êtes encore en phase de recrutement au-delà de l'opportunité? Permanent. Okay. Et après, on fera le dos rond, on se débrouillera, mais la ressource est très rare. Quand elle est là et qu'elle est locale en plus, parce que la région lyonnaise, c'est pas un bassin de mécanique. Moi, je fais de la mécanique et c'est anormal que cette société soit dans le coin. Donc quand il y a une ressource qui passe dans la région, vous y allez. Ouais. Jean-Baptiste, lui, quand vous découvrez Besacier, comment vous sentez le potentiel de cette entreprise? Parce que là, on est sur un secteur complexe, dans une entreprise qui a une histoire complexe et qui est dans une phase de développement complexe. Comment vous sentez le truc à ce moment-là pour vous dire, cette entreprise, je vais la proposer dans le cadre de fonds de revitalisation? Oui, c'est une étape charnière. Hein. Le tout n'est pas d'identifier, c'est d'être sûr qu'on va pouvoir proposer un projet solide, pérenne, avec de l'emploi pérenne. Donc ça fait partie de notre mission. Ça fait partie de notre mission, une fois qu'on a détecté, d'aller à la rencontre de l'entreprise, de monter un dossier qui va être examiné en comité d'engagement, où on va pouvoir donner un maximum de lisibilité sur l'entreprise, sur sa stratégie, un maximum de garanties là où on peut en mettre, slash conjoncture. Après, on ne sait pas ce qui adviendra, mais on essaye de rassurer au maximum les parties prenantes.
On essaye aussi de minimiser les risques en utilisant des moyens de versement des aides qui peuvent être peut-être adaptés. Hein. Ce qu'on aime bien faire chez nous, c'est peut-être de non pas verser des aides quand ce sont des aides directes à l'emploi. Encore une fois, on ne va pas réduire la revitalisation aux aides directes à l'emploi, mais dans ce cas-là, de ne pas hésiter à verser la moitié de l'aide au démarrage pour avoir un effet volume, et puis ensuite l'autre moitié une fois que le bilan a prouvé que l'ensemble des emplois ont été créés, pour éviter de saucissonner les aides et avoir des tranches de 2 000 ou de 4 000 euros, et pour pouvoir avoir un impact significatif sur la trésorerie. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de démontrer dans un dossier, qu'on va présenter au comité d'engagement. On va essayer d'avoir sa validation, son approbation, et puis après, c'est tout le comité qui va s'engager derrière le projet en espérant que le résultat soit au bout. Donc finalement, vous avez un rôle d'accompagnateur auprès du grand groupe qui mène la démarche, mais également dans le temps auprès des entreprises qui ont été ciblées pour être aidées. Oui, absolument, absolument. Dans les conventions de revitalisation, quand nous sommes opérateurs, hein, on est responsable du bilan pour le compte de notre client, hein, qui reste aux manettes, bien sûr, mais qui nous délègue cette responsabilité de suivre les engagements financiers et les engagements en termes de création d'emplois. Donc pendant toute la durée de la convention, on va rappeler les dirigeants, on va suivre le projet pour pouvoir rendre des comptes et tenir des tableaux de bord qui permettront à l'entreprise d'être libérée de son obligation in fine. Et vous, est-ce que vous êtes en contact direct donc, avec les services de l'État qui ont ce rôle quand même de contrôle des actions menées ? Oui, absolument, absolument. C'est le plus possible. On a à cœur, nous, vraiment de travailler sur les territoires, hein, chez LHH, au travers de toutes nos implantations, pour être vraiment en proximité avec les acteurs de l'État, mais pas que, hein, avec les collectivités territoriales, avec l'ensemble des acteurs du tissu qui vont nous aider. Je n'avais pas répondu à votre question sur la détection de projets, justement à détecter ces entreprises. On va s'appuyer sur des acteurs qui sont les sachants du territoire, qui connaissent les entreprises avant de s'épuiser à téléphoner à la terre entière. Voilà, je vois qu'il y a Émeric de Molinera de la DERLI qui est ici dans la salle. C'est typiquement la DERLI aujourd'hui, quand on travaille dans le Rhône, une source de prescription de projets. On commence par échanger avec ceux qui sont au contact des entreprises avant de partir dans tous les sens. Et juste pour conclure cette table ronde, est-ce que les entreprises que vous découvrez, que vous identifiez, elles connaissent le principe de revitalisation et elles savent qu'elles peuvent potentiellement en bénéficier ? Soyons honnêtes, hein, non. La plupart du temps, non. C'est très très peu connu, c'est méconnu. Il y a même des utilisations du mot revitalisation qui interviennent dans d'autres contextes. Donc c'est une grosse partie de notre mission de réexpliquer. Je pense qu'on a deux responsabilités de ce point de vue-là. D'abord, il faut faire savoir ce qu'est la revitalisation sur chaque dispositif. C'est des moyens simples, hein. On fait un teaser, on circule l'information, on l'adresse au développement économique local, on l'adresse aux entreprises de notre réseau, du réseau LHH, du réseau ADECO et de tous ces bureaux qui nous permettent de toucher un certain nombre d'entreprises. Et puis après, je pense qu'on a peut-être aussi une autre responsabilité qui est de savoir faire voyager les bonnes pratiques d'un territoire à l'autre. Et donc ça répond à votre question sur les liens qu'on a avec le service de l'État. Je crois qu'avec la DETS du Rhône en particulier, on a très nombreux échanges justement sur ce qui marche moins bien, sur comment on peut faire évoluer les pratiques pour avoir des résultats pour nous, pour nos clients et pour les territoires. Merci à tous pour cette deuxième table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question à l'un de ces intervenants ? Personne ? Non ? Eh bien, merci messieurs en tout cas pour vos interventions. Je vous laisse rejoindre l'espace photo. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez retenu de cette deuxième table ronde. Je suis parti plus simplement cette fois, donc on a 3 tableaux. Donc on a Mario, un plombier. Toute ressemblance est purement fortuite. Donc c'est sympa comme travail. Je sais plus où il est. Là. Donc expliquez-nous, alors vous avez résumé un petit peu la table ronde numéro 2, c'est ça, avec un plombier qui est Mario. Voilà, et puis donc tout ce qui a été mis en place lié à les spectateurs, vous avez entendu qui ils sont, mais bon, ça peut être aussi les salariés qui se disent c'est sympa comme travail, mais ceux qui ne sont pas encore dans l'entreprise, c'est sympa comme travail. Et donc ils font du théâtre, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Donc on a Mario qui fait du théâtre. Oui, c'est ça. Vos dessins, on peut les retrouver sur votre site, c'est ça? Oui, on pourra. Oui. Ok. Oui. Votre site, c'est? françoisdelahaye.fr. Ok. Bon, bah, vous aurez fait votre petit coup de pub. Merci François d'avoir participé à cette. Ensuite, on a vous n'avez pas terminé. on a le réemploi et l'emploi avec le cycle de la matière. Ok. Voilà, je passe. Donc il y en a eu plusieurs, d'accord. Et donc, c'est un mur de glace, donc le cheveu, bien sûr. Bon, je fais des raccourcis. Hein. J'ai quand même marqué mécanique de précision. Donc là il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, hein, après, de toute manière. Voilà, c'est un petit résumé de la situation. Ok. Merci beaucoup François pour votre intervention.